Bonjour et bienvenue sous l'arbre à palabres. Merci pour votre écoute et pour l'accueil que vous réservez à la lecture de ce roman. Je vous invite à vous abonner pour être informé des prochaines parties et à consulter la playlist. Nous allons maintenant poursuivre l'histoire d'Indu, la petite sœur de Ramla. Bonne écoute. Les impatientes de Djehali Hamadou Hamal, partie 7, Hindu. Je n'ai pas attendu longtemps. Moubarak, au mépris de cette tradition qui veut que la jeune mariée se fasse reconduire chez lui par ses amis très tard dans la nuit, quand toute la maisonnée dort et qu'il soit le plus discret possible, ne tarde pas à rejoindre la chambre, laissant les autres festoyer devant la cour, assis sur des tapis, sirotant thé et café, bavardant bruyamment. Les femmes qui m'ont accompagnée dorment dans mon appartement, construit en même temps que celui de Moubarak, à l'angle droit de la concession. Une odeur de peinture fraîche imprègne les lieux, masquant tant bien que mal un relent de bouse de vache, car avant qu'oncle Moussa décide d'y bâtir 4 appartements en prévision de 2 mariages, dont le mien, l'endroit a longtemps servi de parc à bétail. On a simplement déversé du sable provenant du cours d'eau voisin pour disperser l'odeur et rendre l'espace propre à la construction. Dès qu'il entre dans la chambre, sans même un regard vers moi, Moubarak met de la musique. Assis sur le tapis dans le coin le plus obscur, je me recroqueville le plus possible. Ma crise de larmes m'a fatiguée et complètement abattue. Je sens ma gorge étranglée par l'angoisse. Tiens, tiens, voilà ma cousine et épouse chérie, tu viens? On va consommer le mariage vite fait. Je t'avais bien dit que cette journée arriverait rapidement. S'il te plaît, arrête tes niaiseries et déshabille-toi vite. Je déteste les femmes pudiques. Au comble de la terreur, je sais que rien ne se passe normalement. Moubarak n'a pas seulement bu, il a aussi avalé des comprimés de tramadol associés à du Viagra. Un cocktail qui lui est familier, comme chez beaucoup de jeunes ici. On en trouve à tous les coins de rue, aussi bien chez l'épicier du quartier que chez les vendeurs ambulants. Le soir des noces, les hommes n'hésitent pas à avaler des drogues pour se revigorer, s'assurer une certaine endurance et une virilité à la mesure de leur ardeur requinquée. Déshabille-toi, tu es ridicule sous tes voiles. Je t'en supplie. Tu veux jouer? D'accord, on va le faire. C'est même mieux que tu résistes un peu. Je me ferai un plaisir de te dénuder. Il monte le son de la musique, puis commence à se déshabiller tranquillement. Je recule encore plus dans le coin. J'ai tellement peur que je claque des dents et tremble comme une feuille. Il s'assied sur le lit, me jette un regard sans complaisance et lance. Alors, tu viens de ton propre gré ou tu préfères que je vienne te chercher? S'il te plaît. Il se lève brusquement et d'un mouvement imprévisible me jette brutalement sur le lit et arrache mes vêtements. Je me défends autant que je le peux. Quand il déchire mon corsage, je le mords farouchement. Il retire sa main d'où perlent des gouttes de sang. Furieux, il se met à me frapper. Je crie, je me débats quand un coup violent m'assomme et je tombe en travers du lit. Quelques heures plus tard, je n'ai plus de force pour crier ni de larmes à verser. Le silence règne dans la chambre. J'ai tellement crié, tellement pleuré et supplié que je n'ai plus de voix. Je me ramasse sur le lit, meurtri, le corps couvert d'échymoses et d'hématomes. Je saigne tellement que le lit en est trempé. J'ai très mal, j'essaie de me lever. Moubarak, qui dort à côté de moi, se réveille aussitôt et me regarde d'un air narquois. Bien dormi, chère cousine? Que dis-je? Chère épouse? Ne bouge surtout pas, j'arrive. Non, s'il te plaît. Tu recommences encore à faire des fadaises, on dirait? Pardon, je suis blessée, j'ai mal. Mais non, c'est normal. Il considéra le lit d'un air dégoûté et me tire vers le sol. Je tombe brutalement et me mets à crier. Il me bâillonne d'une main. Il est très tôt, les gens dorment encore. Tais-toi, tu as suffisamment fait de bruit hier. Je n'aurais jamais cru que tu pouvais être aussi poltronne. Ne dira-t-on pas que je t'ai tué? Cette fois, tu la fermes. Il abuse encore de moi. La douleur est si vive que je tombe dans une bienveillante inconscience. Personne ne fut scandalisé par mon état. Ce n'était pas un crime.
Moubarak avait tous les droits sur moi et il n'avait fait que se conformer à ses devoirs conjugaux. Il avait certes été un peu brutal, mais c'était un jeune homme en bonne santé et viril. En plus, j'étais belle comme un cœur. Il ne pouvait que perdre la tête face à tant de charme. Il était surtout très amoureux. Je méritais aussi des félicitations car j'avais su me garder pure. Je n'avais pas déshonoré ma famille. Ce n'était pas un crime, c'est un acte légitime, le devoir conjugal. Ce n'est pas un péché, bien au contraire. Que ce soit pour moi ou pour Moubarak, c'est un bienfait accordé par Allah. Ce n'est pas un viol, c'est une preuve d'amour. On conseilla tout de même à Moubarak de réfréner ses ardeurs, vu les points de suture que ma blessure nécessita. On me consola, c'est ça le mariage. La prochaine fois, ça ira mieux. Et puis, c'est ça la patience, le mounial dont on parlait justement. Une femme passe par plusieurs étapes douloureuses de sa vie. Ce qui s'était produit en faisait partie. Il ne me restait qu'à prendre des bouillies agrémentées de natron ainsi que des bains chauds afin d'accélérer mon rétablissement. Le devoir conjugal, on me cita un hadith du prophète. Malheur à une femme qui met en colère son mari et heureuse est la femme dont l'époux est content d'elle. Je ferais mieux d'apprendre tout de suite à satisfaire mon époux. Le médecin ne s'en formalisa pas non plus, ce n'était pas un viol, tout s'était déroulé normalement. Je suis juste une nouvelle mariée, plus sensible que les autres. Mon mari est jeune et amoureux. C'est légitime qu'il soit ardent. C'est habituel que ça se passe ainsi. D'ailleurs, qui a osé évoquer le mot viol? Le viol n'existe pas dans le mariage. Goyadia m'a avoué plus tard qu'elle avait eu honte de moi tant j'avais crié. Tout le monde avait dû m'entendre. À l'hôpital, j'avais continué à hurler pendant qu'on me posait les points de suture. J'avais été impudique. Elle était tellement embarrassée pendant la nuit de noces qu'elle avait failli s'en aller. Même mon père et mon beau-père avaient dû savoir que mon mari me touchait. Quelle honte, quelle impudeur, quelle vulgarité. Ce moment était secret. Comment allais-je désormais affronter le regard des autres? Quel manque de courage, de mounial, quel manque de semtidi, de retenue. Où était passé le poulakou qu'on m'avait toujours inculqué? Un peul meurt comme un mouton en se taisant et non en bêlant comme une chèvre. C'était de ma faute si j'avais souffert plus que d'autres. Si je m'étais laissé faire, je n'aurais pas eu à subir tout ça. Tiens, Gogo Néné lui avait raconté que Ramla était aussi pure que moi, mais que personne n'avait jamais entendu le son de sa voix. Je me suis tue, je n'avais plus rien à dire. Mes tantes s'empressèrent de mitonner le bassissé, une bouillie de riz, de lait et de beurre. On la distribue à toute la famille et en particulier aux jeunes filles pour leur montrer que moi, hindoue, j'avais su rester vierge jusqu'au mariage, une manière de les exhorter à faire de même. Ainsi a-t-on soigné mon corps, mais pas mon esprit. Personne n'a pensé qu'il existait en moi des blessures plus profondes et plus douloureuses. On me répéta qu'il ne s'était rien passé de dramatique, juste un fait banal, rien d'autre qu'une nuit de noces traumatisante. Mais toutes les nuits de noces ne sont-elles pas traumatisantes? On me dit aussi que je n'avais rien compris au conseil de mon père. Je dois soumission à mon époux. Je dois épargner mon esprit de la diversion. Je dois être son esclave afin qu'il me soit captif. Je dois être sa terre afin qu'il soit mon ciel. Je dois être son champ afin qu'il soit ma pluie. Je dois être son lit afin qu'il soit ma case. Au lendemain de la cérémonie du mariage, chacun est rentré chez soi pendant que je m'installais dans ma nouvelle vie. Moubarak réfréna un peu ses ardeurs, mais il n'eut pas un mot de regret. Rien ne s'était passé. N'étions-nous pas mariés? Les jours et les nuits se succédaient et se ressemblaient dans la monotonie de la grande concession de mon oncle. Je respectais les habitudes familiales immuables depuis des lustres. Mon oncle était devenu mon beau-père et je devais soigneusement l'éviter, me déchausser avant de passer à côté de lui, baisser les yeux et fléchir le genou pour
le saluer, et je devais garder mon voile sur la tête en la présence de ma tante, devenue ma belle-mère. Je ne pouvais ni boire ni manger devant elle. Il me fallait éviter aussi de parler, de bavarder ou de rire. Mon cousin Moubarak était devenu mon époux. Je lui devais soumission et respect. Je me levais tôt au chant du coq pour la première prière quotidienne. Toute la maisonnée se réveillait à la même heure et chacun avait une tâche bien définie. Les femmes, quand elles n'étaient pas attelées aux corvées de cuisine, nettoyaient leur appartement. Les jeunes filles employées comme domestiques balayaient les espaces communs. Les enfants, qu'ils soient scolarisés ou non, commençaient leur journée par la lecture du Coran sous la surveillance d'un maître marabout, excepté le jeudi et le vendredi, jour du week-end islamique. Oncle Moussa veillait personnellement à ce que tout le monde soit debout à l'aube et n'hésitait pas à toquer à la porte des récalcitrants. La chance appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ne pas respecter cette vérité apportera de la malchance, voire une terrible calamité, tempêtait-il. Pour la cuisine, nous, les 4 épouses de mon oncle, celles de mes cousins et moi-même, avions à faire des rondes, la défendre. Le tour de cuisine, pour chacune, durait 24 heures. Il commençait par le repas du soir et se terminait après le déjeuner du lendemain. Si nos belles-mères nous laissaient préparer les repas, elles se chargeaient de la répartition des plats pour chaque groupe de la famille. Il s'agissait surtout d'éviter que notre manque d'expérience ne nous fasse commettre des erreurs de distribution. Le plat le plus important destiné aux hommes était servi aux avlerus, puis celui des femmes, enfin celui des enfants par genre et par catégorie d'âge. Chaque bru avait aussi pour devoir d'aider sa belle-mère quand c'était le tour de celle-ci. Généralement, elle finissait par la remplacer pour tous les travaux domestiques. Le menu manquait d'originalité, il n'était pas diététique et ne changeait pas, ou si peu. Oncle Moussa faisait égorger des moutons, des poules ou un bœuf. L'essentiel était conservé au congélateur, tandis que certaines parties étaient frites ou séchées. Nous consommions de la viande à chaque repas, à la sauce tomate, braisée, bouillie ou aux légumes. Le riz était le céréal le plus consommé, remplacé parfois par du mil rouge, du sorgho ou du maïs. On consommait habituellement la journée par du riz à la sauce de viande, en buvant soit du lait de vache trait le jour même, soit de la bouillie au lait caillé agrémentée de pâte d'arachide. Il y avait aussi du café ou du thé préparé chaque matin et que l'on conservait toute la journée dans de grands thermos. Seuls les hommes pouvaient prétendre au beignet ou au pain, car si ces denrées avaient été destinées à toute la maisonnée composée de plus d'une vingtaine d'adultes et de dizaines d'enfants, cela aurait représenté un énorme budget que mon oncle ne jugeait pas utile d'assurer. Nous n'avions pas le droit de nous servir seuls. C'était la Dada Saharé, la première épouse de mon oncle, qui se chargeait de nous donner ce que nous devions préparer, tout en tenant compte de la visite impromptue de membres de la famille éloignée ou de simples connaissances. Quand elle était absente ou indisposée, c'était la seconde épouse qui prenait la responsabilité de la concession. Le soir, les hommes dînaient à part. Un cuisinier engagé par mon oncle préparait un repas spécialement pour eux, plus varié et plus riche que celui des femmes. À côté de l'incontournable boule de couscous et de sauce de légumes, ils avaient droit généralement à des frites de pommes de terre ou de plantain, bien sûr de la viande, mais aussi du poisson braisé, de la bouillie, de la salade, sans oublier le thé ou le café. Pendant ce temps, nous, les femmes, mangions aussi ensemble. Il n'était pas possible que l'une d'entre nous choisisse de dîner seule, ni surtout d'avoir un plat spécifique. Si j'avais une envie particulière, j'appelais ma mère qui discrètement me faisait parvenir le plan en question, ou alors je demandais à Moubarak si c'était possible, les jours où il était de bonne humeur, évidemment. Nous passions beaucoup de temps entre femmes pour travailler dans le grand hangar, placé devant les appartements de nos belles-mères qui servaient alors de lieu commun à toutes les femmes de la maison.
C'est là que l'on bavardait, décortiquait les arachides ou coupait les légumes, que l'on tressait ou dessinait pendant des heures sur nos mains et nos pieds, des tatouages au henné. Nous pouvions aussi regarder la télévision, mais uniquement les chaînes arabes. Car un jour, qu'il avait surpris ses épouses absorbées dans une série où les baisers occupaient l'essentiel du scénario, oncle Moussa avait interdit les chaînes occidentales et africaines. Fou de rage, il avait aussitôt fait appeler un technicien à qui il avait demandé de crypter ce qu'il désignait comme les chaînes du diable. L'homme avait quand même réussi à nous laisser l'accès aux films bollywoodiens, dont les histoires d'amour romantique nous enchantaient lorsque le maître des lieux était absent. Mais dès qu'il rentrait, la seule chaîne qu'on entendait devenait celle de la Mecque, la voix des imams. Moubarak, lui, ne se gênait pas pour regarder tout ce dont il avait envie. Il disposait d'un câble et accédait à toutes les chaînes occidentales disponibles. Il possédait aussi un lecteur DVD et n'hésitait pas à se procurer des CD classés X. Ce fut pour lui un nouvel accessoire qu'il dénicha pour mieux me tourmenter, car il m'obligeait à reproduire les scènes qu'il regardait. C'était l'occasion de m'insulter, de me blesser en relatant ces multiples aventures qu'il me mettait au défi de raconter à toute la famille, sachant bien que je ne pourrais pas le faire, puisque selon la tradition, on ne parle jamais de sexe, ni de tout ce qui s'y apparente. Au fil du temps, je découvrais en Moubarak un homme imprévisible qui pouvait être d'une agressivité sans borne, mais aussi d'une sensibilité à fleur de peau. Je sentais en lui de nombreuses blessures et une frustration incommensurable qu'il masquait par un grand mépris des convenances. Mais il lui arrivait d'afficher une relative bonne humeur. Il pouvait alors se montrer charmant et la vie à ses côtés se révélait supportable. Ces jours-là, il redoublait de prévenance à mon égard, me parlait gentiment et on pouvait discuter pendant des heures. Il m'invitait à sortir le soir à l'insu des autres membres de la famille et nous faisions de longues promenades et rendions visite à ses amis. Parfois, il m'expliquait ses projets de commerce et me confiait ses déboires face à son père qui refusait de l'aider et le financer. Je me surprenais à éprouver alors de la sympathie pour lui. Mais dans ces mauvais jours, Moubarak affichait une humeur massacrante. Il boudait, m'adressant à peine la parole ou se fâchant contre moi au moindre prétexte. Ces jours-là, j'avais tout intérêt à me faire aussi discrète que possible. Heureusement, il passait beaucoup de temps dans sa chambre en avalant des comprimés. Il ne sortait qu'à la nuit tombée. Quand il rentrait très tard, il était ivre à mourir. Même si nous avions chacun une chambre, je devais le rejoindre le soir pour partager sa couche. Mais les nuits d'ébriété, je m'enfermais dans ma chambre pour ne pas me soumettre à cette disposition conjugale de peur de subir ces mauvais traitements. Mais un soir, il rentra vers 2 heures du matin et tambourina à ma porte. J'ignorais sa présence, feignant un sommeil profond. Il insista de plus belle. « Hindou, ouvre, tu n'as pas le droit de déserter la chambre conjugale. Ouvre, sinon je casse tout et alors tu verras. » Il faisait tellement de bruit que j'eus peur qu'il ne réveillât la maison. J'avais surtout peur qu'il ne mette sa menace à exécution. Je m'habillai aussitôt. À peine avais-je ouvert la porte que je reçus un coup de poing dans l'œil droit. « Voilà, pour t'apprendre le respect, tu n'as pas le droit de fermer la porte à clé. Tu m'attends, quelle que soit l'heure où j'arrive. Est-ce que c'est clair ?» Je vacillai et en quête d'équilibre, saisis les rideaux dont les supports s'abatturent au sol dans un bruit fracassant. Hamza, l'un des jeunes frères de Moubarak, se précipita hors de sa chambre, juste à temps pour empêcher Moubarak de m'asséner d'un deuxième coup. « Moubarak, qu'est-ce qu'il t'arrive ? Elle ne t'a rien fait. Regarde à quelle heure tu réveilles ta femme pour la frapper. Mêle-toi de tes affaires, c'est mon épouse et j'en fais ce que je veux. Oui, c'est ton épouse. C'est pour cela que tu n'as pas à la frapper. Un peu de considération, sinon pour ta cousine, du moins pour ton oncle, son père. Si l'un de vous devait se fâcher, c'est logiquement elle. Tu viens de rentrer à 2 heures du matin. Ce n'est pas parce que tu as peur de ta femme que je devrais aussi craindre la mienne. Regarde-toi, petit Hamza. Toujours obéissant, bon garçon. Ta femme n'a aucun respect pour toi. Tu es comme son chien. Tu fais honte à tous les hommes. »
Il n'alla pas plus loin, Hamza l'arrêta d'un coup de poing. Madina, l'épouse de Hamza, s'interposa et toutes les deux avons tenté de séparer les deux frères. En vain. Bientôt ce fut au tour des mères d'intervenir, puis des autres frères, enfin de l'oncle Moussa lui-même. Ce fut lui qui mit fin à la bagarre générale. On reprocha alors à Hamza son manque de respect envers son aîné. La bienséance voulait que le plus âgé ait toujours raison. Cependant, tout le monde avait compris qu'Hamza avait voulu me défendre. C'était respectueux vis-à-vis de mon père, son oncle, et tout à son honneur, mais il aurait quand même pu trouver une autre alternative. Quant à moi, on me reprocha de m'endormir avant le retour de mon mari. D'ailleurs, pourquoi étais-je dans mon appartement la nuit? Je n'avais pas de coépouse à ce qu'on sache, fit remarquer la mère d'Hamza. L'usage voulait que je sois chez moi seulement la journée. Une épouse est censée partager la couche de son époux. Je l'avais donc bien cherché. Ma belle-mère vint me reprocher discrètement mon impolitesse et mon insoumission face à mon époux. Elle me rappela mes devoirs d'épouse, m'exhorta à plus de docilité et menaça de se désolidariser de moi. Car à cause de mon comportement, je menaçais l'équilibre fragile entre des frères qui ne se supportaient pas et qui n'avaient besoin d'aucun prétexte pour s'entretuer. De plus, elle aussi risquait fort de se disputer encore davantage avec la plus hargneuse de ses coépouses, la mère d'Hamza. Je me contentais d'acquiescer à tout. Les jours suivants, Moubarak m'ignora. Il évitait surtout, comme le reste de la famille, de croiser mon œil au beurre noir. Ce n'était qu'un malentendu, un de plus. C'est un après-midi brûlant, comme souvent au mois de mars, à Maroua. Le ciel est d'un bleu azur, la chaleur est suffocante, 45 degrés. Dans cette torpeur, la concession est silencieuse. Même les enfants ont arrêté de jouer. Tous, nous cherchons refuge à l'ombre. Assise dans ma véranda, je tricote une nouvelle nappe à fleurs. Pendant que mes doigts s'activent autour du fil soyeux, je laisse vaquer mon esprit songeuse. Soudain, le vombrissement d'une moto me fait lever la tête. Moubarak arrive, accompagné d'une jeune fille à l'allure effrontée, vêtue d'une robe moulante en tissu basin, suggérant ses rondeurs. La vingtaine, elle est perchée sur des talons aiguilles qui, dans le sol sablonneux, exposent ses chevilles à une foulure certaine. Moubarak me toise du regard, puis installe son invité au salon. Leur conversation animée me parvient, ponctuée d'éclats de rire qui s'incrustent comme des aiguilles dans mon cœur. Que devrais-je faire? Difficile de déclencher un scandale. Parents et proches ne manqueraient pas de me reprocher d'avoir jeté de l'opprobre sur Moubarak, de n'avoir pas su préserver la dignité et l'honneur de mon époux. Pendant que, debout dans la véranda, indigné et humilié, je réfléchis à la meilleure conduite à tenir. J'entends Moubarak fermer la porte de son appartement. Le cliquetis de la clé dans la serrure agit sur moi comme un coup de poignard et me réveille de ma torpeur. Le ronronnement du climatiseur de la chambre conjugale brise le silence. Mon orgueil en prend un tel coup que, tremblante de colère, je me hâte vers ma chambre, mets mon voile et sors par la porte arrière. Cela fait seulement quelques mois que je suis mariée et je n'ai pas encore le droit d'aller chez mon père, mais j'éprouve alors une profonde envie de revoir ma mère et de me confier à elle. La rue est déserte à cause de la canicule. À cette heure, mes marâtres se sont sûrement retirés dans leur appartement. Je baisse mon voile et m'engouffre silencieusement dans la chambre de ma mère qui vient à peine de terminer sa prière. Elle est encore assise sur le tapis et égrène son chapelet. À ma vue, elle me regarde, stupéfaite, et avant même de me poser la moindre question, elle jette rapidement un coup d'œil effaré à l'extérieur. Soulagée de n'apercevoir aucune de ses coépouses, elle s'empresse de refermer la porte de sa chambre. « Hindou, que se passe-t-il? Que fais-tu là ?» Je pleure en silence. Cela me faisait du bien de la retrouver. Elle aussi se met à pleurer. Puis elle me serre dans ses bras, émue et inquiète. Quel drame peut bien obliger une jeune mariée à sortir dans la chambre dans la journée? Pire, à rentrer dans la concession parentale. Hindou répète-t-elle. Que se passe-t-il, ma fille? Parle, vite. Moubarak, dis-je en hoquetant.
Bien sûr, je sais qu'il boit, qu'il se drogue, va en boîte et a des copines. Oui, tout le monde le sait. Ton père aussi le savait, ajouta-t-elle rancunière. Il est à l'instant avec une fille dans sa propre chambre, dans notre maison. Quoi réagit-elle stupéfaite. Son indignation est si grande que ses yeux brillent de rage à peine contenue. Cette fois, Moubarak dépasse les bornes. Abasourdie, elle commence à s'agiter puis se laisse tomber sur le lit. Tu n'as peut-être pas bien compris, ça doit être une amie d'eux. Je lui coupe la parole et ajoute en m'essayant à ses côtés. Ils se sont enfermés à l'intérieur. Ce n'est pas possible. Ma mère est la quatrième épouse de mon père, la seule instruite. Avec ses coépouses, elle entretient un climat de conflit et de jalousie permanent. Elle ne veut donc pas que mes déboires soient portés à la connaissance de la famille, car mes marâtres témoigneraient leur solidarité en apparence, mais n'hésiteraient pas à en faire des gorges de chaude en privé, ce qui entamerait l'orgueil et l'honneur de ma mère. Il ne faut pas que ses coépouses l'apprennent, du moins pas pour le moment. Elle serait si contente des difficultés de la dernière épouse et favorite, car même si en apparence les coépouses font semblant de bien s'entendre, il règne entre elles une sourde rivalité qui se répercute sur les enfants. On ne se contente pas de détester ses coépouses, mais on hait aussi toute sa progéniture. On ne souhaite pas seulement son infortune, mais aussi celle de tous les siens. Il ne faut surtout pas que le père remarque l'un d'entre eux et lui accorde une attention particulière. Ma mère me demande de rester dans sa chambre et elle court immédiatement voir mon père. Ce n'est pas mon défendre. Aussi attend-elle patiemment que la troisième épouse qui vient de remplir la bouilloire d'eau destinée aux ablutions de mon père ressorte de son appartement. Doudou, je dois voir Aladji tout de suite. Que se passe-t-il fit Doudou étonné. Sans fanfare d'urgence, une épouse doit attendre son tour pour rencontrer le mari. Contenant son irritation, Doudou insiste. Y a-t-il un problème? Rien d'alarmant, la paix seulement. Mais j'ai besoin quand même de lui dire quelque chose avant qu'il ne parte au marché. C'est vraiment urgent. Je peux peut-être te servir d'intermédiaire. Il a l'air pressé. Tu n'as qu'à m'expliquer et je lui en parle. C'est personnel. Demande-lui de me recevoir, exige ma mère. Je vais donc essayer, fait Doudou malgré elle, tout en dissimulant à peine sa curiosité et son agacement. Ma mère la suit et patiente dans la véranda. Glacial, mon père finit par la recevoir. C'est la période où il sort de zakat. Il vient en effet de tenir ses comptes et a mis de côté la part destinée à l'aumône. La zakat, troisième pilier de l'islam, s'il ne cache pas sa préférence pour ma mère, il se méfie tout de même de son impertinence et de ses convictions toujours tranchées quand quelque chose ne lui convient pas. Depuis le mariage de sa fille, elle affiche une extrême froideur à son égard et il commence à en être irrité. Son épouse refuse de comprendre qu'il y a des situations qui lui échappent. Malgré le grand amour qu'il lui porte, il n'a pas pu mécontenter son grand frère quand celui-ci a demandé la main de sa fille pour le compte de son fils. Et puis, que voulait-elle? Puisqu'une fille doit se marier, il n'a fait qu'accomplir son devoir de père responsable. Alors, Hamarou, qu'est-ce qui t'amène? Qu'est-ce qui te presse tant pour que tu puisses pas attendre ton défendre qui commence justement ce soir? Si une de tes coépouses cherchait à me voir ainsi pendant ton tour, que ne ferais-tu comme scène? Il fallait que je te consulte rapidement, il y a un problème. Ah, ça, je ne m'en doutais. Dis vite, je n'ai pas de temps à perdre. On m'attend. Hindou est là, elle est rentrée. Quoi? En plein jour? Avant un an de mariage? Que dis-je? Avant 6 mois? C'est bien ta fille. Aucune patience. Tu ne sais pas ce que Moubarak il a. Peu importe ce qu'il a fait, l'interrompit-il d'un geste de la main. Au pire, elle aurait pu attendre la nuit, rentrer chez ses parents en boudant en plein jour alors que nous habitons dans le même quartier, alors que cela se fait à peine, quelques mois qu'elle est mariée. Ce n'est pas possible. Tu peux y aller, finit-il, et il congédie ma mère. Mais je t'ai dit que j'ai compris. Va-t'en, gronde-t-il. Appelle ma soeur Néné et qu'on la ramène discrètement. Elle a de la chance que je sois trop pressée pour la voir, sinon je lui aurais appris la bienséance. Tout ça, c'est de ta faute. Tu dorlotes trop tes enfants et tu les gâtes. Normal qu'ils ne sachent pas se tenir. Si tu étais un peu plus ferme et sévère, elle ne se serait pas comportée ainsi. C'est parce qu'elle sait à l'avance que tu la soutiendras qu'elle est revenue. Crois-tu que Ramla oserait faire ça? Je ne pouvais pas voir Hindou, mais dis-lui de ne pas croiser mon chemin de sitôt.
Quel manque de retenue. Moubarak, que Néné la ramène immédiatement et que personne d'autre ne le sache. C'est bien ta fille, elle ne réfléchit pas aux conséquences de ses actes. Quelle honte! Mais son époux a vraiment exagéré. Peu importe ce que Moubarak a pu faire, c'est son cousin avant d'être son époux, le fils de mon frère. Un peu de respect au moins pour son oncle. C'est dans des moments difficiles qu'il faut patienter et tout supporter. À la limite, si c'est grave, elle aurait pu envoyer chercher sa tante et se confier. Mais revenir ainsi, et toi, quelle mère es-tu? Au lieu de la réprimander et de la renvoyer discrètement, tu préfères venir me déranger, bousculer les convenances et chercher noise à ta coépouse en forçant ma porte pendant son tour. C'est à peine si tu ne donnes ta raison à ta fille. Va-t'en et appelle-moi Doudou. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en apprenant ce qu'avait répondu mon père. Ma mère, assise dans un coin de la chambre, gardait un visage fermé et les poings serrés de colère. Mais plus que la décision de mon père, c'était son attitude méprisante et ses mots blessants qui la faisaient enrager. Elle comprenait sa décision, bien qu'elle ne la partageât pas. Pour me consoler, elle me raconta sa propre histoire, et ce, pour la première fois. Bien sûr, je l'avais déjà entendu par bribes, mais jamais de sa bouche. Les yeux rivés sur une cible invisible, elle ressassait ses souvenirs. Des larmes silencieuses qu'elle essuyait de temps à autre du bout de son pagne coulaient. Elle était triste. Tu sais, Hindou, moi non plus, je n'ai pas choisi d'épouser ton père. Je n'ai pas non plus refusé de le faire. Pourquoi aurais-je dit non? Il n'en serait jamais venue l'idée. Devant l'épreuve que ma famille traversait à ce moment-là, je n'avais pas le cœur à contrarier mes parents. Ma grande sœur venait de mourir, une mort subite, naturelle, qui surprit toute la famille. La résignation face à la volonté tout-puissante d'Allah fit place à la stupeur et à la désolation. On ne meurt que quand son temps de vie sur terre est achevé, un temps déjà inscrit par le Créateur dès le premier souffle de vie. On ne peut avancer ni reculer ce moment fatidique. Pourquoi alors se lamenter sur la décision implacable d'Allah? Je n'avais pas pensé au mariage, du moins jusque-là. J'avais 14 ans et ma grande sœur, mariée depuis quelques années à ton père, venait de mourir, laissant 3 orphelins. Dans la famille, on a murmuré que sa mort aurait été causée par un mauvais sort lancé par une coépouse jalouse. Évident, ma sœur Hidaya était d'une grande beauté, d'une grande générosité, et elle était rapidement devenue la favorite de son époux. À sa mort, les yeux rougis par le chagrin, ma mère m'a fait venir dans sa chambre. Mon père était là, le visage sombre, tous deux silencieux, égrenaient leur chapelet en signe de résignation face au drame que leur imposait le destin. Je me suis assise non loin de mon père, curieuse et impatiente de savoir ce qu'on attendait de moi. Hamraoui, ta sœur était une fille bien, commença mon père après s'être raclé la gorge. Sous tous les rapports, elle ira au paradis, Inch'Allah. Sa mère lui a pardonné, son époux n'avait aucun reproche à lui faire. Bien sûr, Baba, ai-je répondu. Moi non plus, je n'ai pas de reproche à son encontre. Elle a toujours été une fille gentille et sage. Elle m'a fait honneur et a préservé ma dignité. Qu'Allah lui pardonne et l'accueille en son sein, ajouta ma mère dans un murmure. Amin, fit mon père. J'ai bien réfléchi. Depuis quelques jours, je n'arrête pas de remuer la même idée dans ma tête et je viens d'en parler à ta mère qui n'a opposé aucune objection. Bien au contraire. Elle s'est rangée à mon avis. Haladji Boubakari a été un gendre irréprochable et c'est une grande perte pour nous. C'est vrai pour lui aussi car avant d'être mon gendre, il a toujours été mon ami. Que dis-je, mon frère? Nous avons été circoncis ensemble et avons subi les mêmes épreuves. Entre nous règne une grande amitié, mais aussi un grand respect. Il marqua une pause comme pour se remémorer ses souvenirs et continua. Hamraoui, toi aussi tu es une fille sage et obéissante. Tu as toujours su te tenir et je sais que je peux te faire confiance. Tu es déjà en âge de te marier. Tu prendras donc la place de ta sœur. Tu élèveras ses enfants et tu les protégeras comme elle l'aurait fait. Tu occuperas sa chambre et hériteras de ses effets. Tu épouseras Haladji Boubakari dans une semaine.
Il n'y aura bien entendu ni fête ni autre célébration. J'ai un petit regret de ne pouvoir attendre les vacances, mais tu es intelligente et tu as appris ce que tu pouvais à l'école. Tu sais lire et écrire, c'est plus que suffisant. La place d'une femme est avant tout dans son foyer. Voilà ce que j'avais à te dire. J'espère que tu sauras me faire honneur et remplacer ta sœur. Prise de stupeur, je n'ai rien dit. Que pouvais-je dire? Le mariage, oui, bien sûr, c'était la seule perspective pour une fille. Il était hors de question de contredire ses parents, comme le dit le proverbe Peul. Ce qu'une personne âgée aperçoit assise, l'enfant, même s'il se lève, ne le verra pas. Mon père avait choisi un époux pour moi, un homme qu'il estimait et respectait. En fille digne, je ne pouvais que me ranger à son souhait. J'avais juste une semaine pour me faire à cette idée. Je connaissais bien sûr la maison de ma sœur, j'avais côtoyé ses coépouses et joué avec leurs enfants, j'avais passé plusieurs nuits dans sa chambre et salué avec respect son époux chaque fois que je le rencontrais. Quelle ironie du destin que de devoir y retourner, cette fois en tant qu'épouse. Tu suivras ses traces et tu la remplaceras auprès de ses enfants. Que jamais leur mère ne leur manque, a dit ma mère. Et quand tu mettras au monde tes propres enfants, que jamais ceux de ta sœur se sentent lésés. J'ai déjà informé Boubakari de ma décision, ajouta mon père. Il en a été très ému. Je suis content de cet arrangement qui satisfait tout le monde dans les temps douloureux que nous traversons. Allah veille sur les âmes en souffrance. Voilà un bonheur après un grand malheur. Sur mes joues ruisselaient des larmes, ma mère pleurait aussi en silence. Mon père se leva et nous dit simplement « Patience, Mounial, on ne peut aller contre la volonté de Dieu. » C'est ainsi que je suis entrée dans ma vie de femme mariée, sans tambour ni trompette. On m'a simplement installée dans la chambre de ma sœur, on m'a offert tout ce qui lui appartenait, puis la nuit tombée, on m'a conduite dans la chambre de son époux. Je n'ai pas eu le temps d'apprendre à être une épouse ni une mère, mais ce sont des choses qui ne s'apprennent pas. Une femme naît avant tout épouse et mère. Oui, tu le savais déjà, tes frères aînés sont tes demi-frères et ce sont aussi tes cousins. Non, ce sont tout simplement tes frères car je les ai aimés, protégés et élevés comme les miens. J'ai hérité des 3 enfants dits Daya. J'ai aussi hérité des assiettes qui remplissaient son armoire. J'ai hérité des meubles J'ai hérité des meubles offerts par notre père à son mariage. J'ai enfin hérité de son époux, mais surtout de ses 3 coépouses. Patience, on me l'a répété si souvent. Nos rivalités de coépouses non seulement ne connaissent jamais la fin, mais même une trêve est impossible car chaque rival attend impatiemment la faille pour déstabiliser son ennemi. J'ai appris à me protéger de tous. Les coépouses, certes, sont des ennemis connus, mais les belles-sœurs surnoises, les épouses des beaux-frères jalouses, les enfants de l'époux, sa mère, sa famille le sont aussi. Depuis un moment, les larmes qui coulaient sur les joues hachaient la voix de ma mère, et c'est dans un sanglot à peine étouffé qu'elle conclut. Il est difficile le chemin de la vie des femmes, ma fille. Ils sont brefs les moments d'insouciance. Nous n'avons pas de jeunesse, nous ne connaissons que très peu de joie, nous ne trouvons le bonheur que là où nous le cultivons. À toi de trouver une solution pour rendre ta vie supportable. Mieux encore, pour rendre ta vie acceptable. C'est ce que j'ai fait, moi, durant toutes ces années. J'ai piétiné mes rêves pour mieux embrasser mes devoirs. Ma tante Néné, qu'elle avait fait appeler, entra dans la chambre sans s'annoncer. Gogo Néné était amie avec ma mère. Elles s'entendaient très bien et ma mère espérait que sa belle-sœur serait de bons conseils face à cette situation très humiliante. Voir sa fille malheureuse et dépréciée lui brisait le cœur, mais le pire, c'était pour elle de savoir que son infortune ferait le plaisir de ses coépouses qui n'hésiteraient pas alors à en rajouter, ternissant ainsi l'image qu'elle avait bâtie avec peine de l'épouse favorite. À peine eut-elle franchi la porte d'entrée que Gogo Néné ouvrit de grands yeux de stupeur, la main sur la bouche. « Hindou, que fais-tu là? Mais que fait-elle là? Il est arrivé un malheur, questionna-t-elle en se tournant vers ma mère. Ce voyou qu'elle a comme époux,
Quelle malchance, mon Dieu. Son père exige que tu la ramènes discrètement. Personne ne sait qu'elle est là. Personne ne doit la voir, surtout pas ces sorcières de coépouse. Tu as raison, lève-toi, Hindou. On y va tout de suite avant qu'on ne s'aperçoive de ta présence. Franchement, ma fille, tu exagères. Peu importe la situation, tu peux quand même attendre la nuit avant de sortir. Quelle honte! Réfléchis sur les conséquences de tes gestes avant d'agir. Moubarak est avec une fille dans notre chambre, confiai-je indignée et impuissante. Ya Allah! Aucun poulakou, ce garçon. Faire ça à son épouse, pire, à sa cousine. Quelle honte, mon Dieu. Mais où va ce monde? Il n'a aucun scrupule. Si seulement Haladji avait voulu m'écouter, il n'aurait jamais consenti ce mariage. J'ai bien envie d'étriper ce garçon. On ne règle pas ce genre de problème par la force. Hamraoui, je t'avais bien dit de ne pas rester les bras croisés, mais tu persistes à ignorer les choses. Continue comme ça et non seulement les ennemis s'occuperont de ton cas, mais ils ne laisseront aucun de tes enfants en paix. Tu avais consulté les marabouts comme je te l'avais conseillé. Si tu avais protégé ta fille, si tu avais aussi fait un peu d'effort pour que son époux l'aime, ça ne serait pas arrivé. Tu es naïve, Hamraoui, et ta fille l'est tout autant que toi. Tu viens de faire la joie des ennemis de ta mère, Hindou. Tous ceux qui la détestent ne peuvent que se réjouir de ton infortune. Tu as ouvert ta calebasse de lait et laissé les mouches s'en délecter. Que faire, Néné demanda ma mère. Je n'ai pas dormi comme tu le sous-entends. Je me suis défendue comme je le pouvais, mais trop de personnes s'acharnent sur moi. Que puis-je faire seule contre tous? Où chercher cette fameuse protection? Tu connais quelqu'un d'efficace, toi? J'ai entendu parler d'un grand marabout dans un village des environs. Tu peux t'en occuper dès demain, Inch'Allah. En attendant, Hindou, lève-toi. Je te raccompagne. Fais-toi discrète. Ignore Moubarak. Une femme n'a pas besoin de partir de chez elle. Même chez toi, tu as des moyens pour montrer à ton époux que tu es fâché. Comprends aussi qu'en racontant certaines choses, ce n'est pas lui que tu humilies, c'est toi. Et comprends une fois pour toutes que toutes tes actions retombent sur ta mère. Moubarak a sous mes yeux des relations avec sa maîtresse dans la chambre conjugale, mais c'est moi la fautive, c'est moi qui manque de patience. Moubarak a ramené sa maîtresse au foyer conjugal et c'est la faute de mes marades qui ont dû me jeter un sort. C'est la faute de ma belle-mère qui me déteste, c'est la faute de cette fille qui l'a charmée. C'est la faute de ma mère qui n'a pas su se protéger ni me protéger. Dès demain, Gogo Néné s'en occupera. Fin de la partie 7. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer la suite. Et si vous avez apprécié ce type de lecture, d'autres romans sont disponibles sur la chaîne, notamment Une si longue lettre de Mariam Abba, Sous l'orage de Sédou Badian Kouyaté, La collégienne de Marouba Fall et bien d'autres encore. Les playlists sont disponibles en description. À très bientôt. Bye bye.